Chapitre 5. Obi-Wan Kenobi, penché au-dessus des commandes du Bongo, se familiarisait avec leurs différentes fonctions, tandis que Jar Jar Binks, posté à côté de lui, ne semblait pas vouloir tenir en place. Qui-Gon, silencieux et attentif, était assis dans l'ombre juste derrière eux. « C'est de la folie !» gémit Jar Jar. Le sous-marin s'éloigna à vitesse réduite des amas de bulles et de sphères illuminées d'Otogunga et s'enfonça plus profondément dans les eaux troubles de Naboo. Le Bongo était un petit submersible disgracieux constitué principalement d'une centrale électrique, d'un système de guidage et de quelques sièges passagers. Il ressemblait à une espèce de pieuvre avec ses gouvernails en forme de nageoire profilées vers l'arrière et ses tentacules rotatifs chargés de la propulsion à la poupe. 3 bulles renfermant les espaces destinés aux voyageurs étaient disposées de façon symétrique sur sa structure, une sur chaque aile et la 3e à la proue. Les Jedi et le Gungan occupaient la bulle avant. Obi-Wan s'était installé à la barre. On avait ordonné à Jar Jar de jouer le rôle de navigateur pour la traversée du noyau. Apparemment, il existait toutes sortes de tunnels sous-marins sous les eaux de Naboo, et pour peu qu'il soit possible de les localiser, ils permettaient de gagner un temps considérable quand il s'agissait de relier 2 points précis de la planète. L'autre éventualité, songea Obi-Wan sinistre, c'est qu'il pouvait aussi vous mener à une mort certaine. « Nous ça foutu !» marmonna Jar Jar d'un ton plaintif. Son visage plat se releva des systèmes de navigation et se tourna vers le maître Jedi. Ses longues oreilles se mirent à flotter de façon ridicule. « Hello! Où allons-nous ça, Captain Qui-Gon ?» « C'est toi, le navigateur, » remarqua Qui-Gon. Jar Jar secoua la tête. « Missa? Vous ça pas bien? Missa connaît rien de rien à ça !» Qui-Gon posa la main sur l'épaule du Gungan. « Détends-toi, mon ami. La force sera notre guide. »« La force? C'est quoi ça, la force ?» Jar Jar ne semblait aucunement impressionné. « Très balèze, la force, pour sûr. Sauvez Missy, sauvez-vous-ci, sauvez tout le monde, pas vrai ?» Obi-Wan, consterné, ferma les yeux quelques instants. Tout ceci n'était qu'une catastrophe en puissance. Mais c'était la catastrophe de Qui-Gon. À lui de la gérer. L'élève ne contredirait pas le maître. Qui-Gon avait pris la décision d'emmener Jar Jar avec eux, après tout. Il n'avait aucun talent de navigateur. Il avait l'air d'ailleurs de n'avoir aucun talent du tout. Mais Qui-Gon avait la manie de ne jamais tenir compte des ordres ou des avis, émanerait-il même du conseil Jedi, et s'il avait entraîné le Gungan avec eux, c'est qu'il devait avoir de bonnes raisons. Cette obsession avait le don à la fois de stupéfier et de frustrer Obi-Wan. Son mentor était probablement le plus grand Jedi ayant jamais existé. Une personnalité influente pour le Conseil, un guerrier farouche et courageux, refusant de se laisser intimider, fût-ce par le plus inconcevable des défis. C'était aussi un homme bon et gentil. Et peut-être étaient-ce ces 2 dernières qualités qui lui attiraient tellement d'ennuis. Il tenait régulièrement tête au Conseil pour des sujets qu'Obi-Wan jugeait fréquemment peu dignes d'intérêt. Il était comme possédé par sa propre vision de la ligne de conduite du Jedi, de la nature de ses services et des causes qu'il se devait de défendre. Et il s'attachait à cette vision avec un entêtement inébranlable. Obi-Wan était jeune et impatient, une forte tête, et loin d'être aussi en phase avec la force que son maître. Mais il lui semblait très risqué de vouloir entreprendre trop de choses à la fois et de s'impliquer dans trop de tâches en même temps. Qui-Gon était prêt à tout quand un défi le passionnait, au point de prendre toutes sortes de risques inutiles pour parvenir à ses fins. Et le risque était bien présent. Jar Jar Binks lui-même représentait un risque d'une importance incalculable. Et il était évident que prendre un tel risque n'apporterait aucune forme de récompense. Le Gungan ronchonnait tout en jetant des coups d'œil alentour par-delà la bulle du cockpit, comme s'il recherchait un quelconque panneau indicateur lui permettant de prétendre qu'il savait exactement ce qu'il était en train de faire. Obi-Wan serra les dents. « Ne t'en mêle pas, » se dit-il sévèrement. « Ne t'en mêle pas. »« Tiens,
Prends le relais, aboya-t-il à l'attention de Jar Jar. Il s'extirpa de son siège et alla s'agenouiller près de Qui-Gon. Maître, dit-il, incapable de tenir plus longtemps, pourquoi faut-il que nous traînions une forme de vie si misérable et si inutile avec nous? Qui-Gon afficha un mince sourire. C'est ton impression pour le moment, mais il te faut peut-être regarder plus profondément, Obi-Wan. J'ai regardé assez profondément, croyez-moi, et il n'y a rien à voir. S'emporta Obi-Wan, sentant la colère lui monter aux joues. C'est un poids mort, on n'a pas besoin de ça. Pour le moment, peut-être, mais il se pourrait que cela change avec le temps. Obi-Wan ouvrit la bouche, prêt à défendre son point de vue, mais le maître Jedi l'interrompit en plein élan. « Écoute-moi bien, mon jeune Padawan. Il existe certains secrets dissimulés dans le tréfonds de la Force, difficiles à exhumer. La Force est immense, pénétrante, et toute chose vivante en fait partie. L'utilité de chaque élément ne semble pas toujours évidente. Il arrive bien souvent que cette utilité soit d'abord sous-jacente et mette bien du temps à être révélée. » Le jeune visage d'Obi-Wan s'obscurcit. « Il y a certains secrets auxquels il vaut mieux ne pas toucher, maître, » dit-il en secouant la tête. « Et puis, pourquoi faut-il que ce soit toujours vous qui les exhumiez? Vous savez bien comment le Conseil réagit à chacune de vos incartades. Peut-être que, pour une fois, vous devriez laisser à quelqu'un le loisir de découvrir un secret à votre place. » Un éclair de tristesse traversa la figure de Qui-Gon. « Non, Obi-Wan. Les secrets doivent être connus de tous à l'instant même où ils sont découverts. Il faut savoir prendre un détour quand un obstacle se dresse sur la route. Quand tu te retrouves à la croisée des chemins, face au secret même, tu ne dois laisser personne agir à ta place. » Les dernières lueurs d'Oto-Gunga disparurent dans un brouillard vaseux et les eaux se refermèrent autour du sous-marin comme un voile de ténèbres. Jar Jar Binks pilotait l'appareil à vitesse réduite et constante. Il ne marmonnait plus, il ne gémissait plus. Ses mains étaient posées sans frémir sur les commandes. Il alluma les projecteurs de plongée et, trouant l'obscurité, les larges faisceaux jaunes situés à la proue de l'engin révélèrent de vastes étendues de coraux multicolores dont les volutes se perdaient dans la noirceur des profondeurs. « Je respecte votre jugement, maître, » dit finalement Obi-Wan. « Mais cela n'empêche pas que je me fasse du souci. » Comme tous les chevaliers Jedi, Obi-Wan Kenobi avait été repéré dès son plus jeune âge et réclamé par l'ordre à ses géniteurs. Il n'avait aujourd'hui plus aucun souvenir de ses vrais parents. Les chevaliers Jedi étaient devenus sa famille. Et parmi tous, c'était de Qui-Gon dont il était le plus proche. Cela faisait une douzaine d'années que celui-ci était son mentor. Il était également devenu son ami le plus cher. Qui-Gon comprenait cet attachement et partageait ce sentiment avec son élève. Obi-Wan était le fils qu'il n'aurait jamais. Il représentait la descendance qu'il laisserait à sa mort. Les espoirs qu'il nourrissait envers Obi-Wan étaient gigantesques, mais il avait souvent du mal à partager les croyances de son jeune apprenti. « Sois patient avec moi, Obi-Wan, » répondit-il doucement. « Un peu de foi peut souvent te mener très loin. » Le Bongo s'engagea dans un tunnel de corail. Des fissures pourpres et mauves se dessinèrent sur la voûte dans les rayons lumineux du petit submersible. Un peu partout, des bancs de poissons aux vives couleurs allaient et venaient entre les arêtes rocheuses. « Les Gungans et les Naboo sont-ils en guerre ?» demanda Qui-Gon à Jar Jar d'un ton pensif. Le Gungan secoua la tête. « Non, pas guerre. Naboo et Gungan combattent pas. Il y a longtemps peut-être alors. Aujourd'hui, Naboo évite marais et Gungan évite plaine. Ça se voit jamais. » « Mais ils ne peuvent pas se supporter, c'est ça, » insista le maître Jedi. « Naboo ont la grosse tête, » grogna Jar Jar. « Pense tout le temps que ça sont meilleurs que Gungan. Sont fous. » Obi-Wan se pencha vers Jar Jar Binks et laissa son regard vagabonder dans les profondeurs de l'eau. « Dis-moi, Jar Jar, pourquoi t'a-t-on banni ?» demanda-t-il. Le Gungan produisit une série de bruits de succion avec ses lèvres proéminentes. « Ah, longue histoire. Faire court. Missa, a un peu maladroit. »« On t'a banni à cause de ta maladresse ?
s'exclama Obi-Wan incrédule. Le Bongo manœuvra dans un courant d'eau filant entre deux immenses rangées de coraux. Les Jedi et le Gungan ne remarquèrent pas l'ombre sinistre qui venait de se détacher d'une cavité percée dans la paroi pour se lancer à leur trousse. Jar Jar poussa un gémissement. Missa a causé un ou deux petits accidents. Boum, cassé le gazeur. Foutu limousine Big Boss. Alors Missa banni. Obi-Wan ne saisit pas vraiment ce que Jar Jar venait de lui dire. Avant qu'il ait eu le temps de lui demander des éclaircissements, un bruit terrible retentit. Quelque chose heurta le Bongo et le petit submersible partit en travers. Un énorme crustacé avec de nombreuses pattes et une mâchoire gigantesque incrustée de milliers de dents venait de les agripper avec sa langue démesurée. Il s'employa alors à tracter le sous-marin vers ses mandibules grandes ouvertes. « Un tueur des mers au pis !» cria Jar Jar terrifié. « Nous ça foutu !» En avant toute, Jar Jar, ordonna prestement Qui-Gon en surveillant les immenses mâchoires prêtes à se refermer sur eux. Mais au lieu de pousser les commandes vers l'avant, Jar Jar, pris de panique, enclencha la marche arrière. Le submersible plongea directement vers la bouche du prédateur et cogna au fond de la gorge du monstre. La violence du choc éjecta les Jedi de leur fauteuil et les projeta contre les parois du sous-marin. Des rangées de dents acérées commencèrent à descendre vers eux. Les lumières du tableau de bord se mirent à clignoter de façon incertaine. « Oh, oh !» dit Jar Jar Binks. Obi-Wan sauta immédiatement dans le siège du copilote. « Allez, repasse-moi les commandes !» Le Jedi s'empara de l'accélérateur et de la barre de guidage. Il poussa le tout vers l'avant à pleine vitesse. À sa grande surprise, la bouche de Lopi s'ouvrit de façon spasmodique. L'engin passa au travers des dents comme éjecté d'un canon laser. « Nous ça libre, nous ça libre !» cria Jar Jar ivre de joie devant cet heureux revirement de situation tout en faisant des bonds dans son fauteuil. Un rapide coup d'œil par-dessus leur épaule suffit à leur indiquer qu'ils avaient eu de la chance, mais pour une raison bien différente de toutes celles qu'ils auraient pu imaginer. Le tueur des mers Hopi était pris dans les crocs d'une créature si grande que même le crustacé paraissait minuscule à côté. Le nouveau monstre était une sorte d'anguille gigantesque, dotée de puissantes pattes avant garnies de griffes, de longues nageoires caudales et d'une paire de mandibules redoutables. L'animal était en train d'avaler goulûment le tueur des mers, réduit en bouillie. « Oh, un aquamonstre sans dos !» Gémit Jar Jar en enfouissant son visage entre ses mains. Obi-Wan s'arc-bouta sur l'accélérateur pour essayer de distancer cette nouvelle menace. Le Sando disparut dans les ténèbres, mais les lumières du Bongo se mirent à clignoter de façon inquiétante. Le petit submersible descendit encore plus profondément vers le noyau de la planète. Soudain, quelque chose explosa sur un panneau de contrôle situé derrière les occupants du sous-marin, et la cabine fut illuminée par une cascade d'étincelles. Une déchirure fendit la partie supérieure de la coque et de l'eau pénétra à l'intérieur du Bongo. « Maître, nous perdons de la puissance », dit Obi-Wan alors que le bourdonnement des propulseurs ralentissait considérablement. Qui-Gon s'affairait déjà aux panneaux de commandes endommagés. « Restez calme, dit-il sans relever la tête. Nous ne sommes pas encore en danger. »« Pas encore !» Jar Jar avait perdu toute notion de calme. Il s'agitait dans son fauteuil. « Monstre dehors, fuite dedans, nous ça coule, pas de puissance. C'est quand pour vous ça, nous ça en danger ?» À peine avait-il prononcé ces paroles que toutes les lumières du submersible s'éteignirent. Jar Jar venait d'obtenir sa réponse. Dans la salle de conférence du vaisseau de guerre de la Fédération du Commerce, un hologramme de Dark Sidious s'était penché au-dessus de Nut Gunray et de Rune Aako. Le vice-roi néimoïdien et son lieutenant ne bougeaient pas, leurs yeux orangés étaient fixes et leurs faces reptiliennes laissaient transpirer la terreur qui les paralysait. La silhouette drapée de noir de Dark Sidious les observait en silence. Aucune expression particulière ne se lisait sur son visage obscur, dissimulé sous les plis de sa capuche, mais la rigidité de son attitude en disait bien assez. « Vous me décevez, vice-roi », finit-il par dire d'un ton sifflant à Nut Gunray, l'objet de sa colère.
Monseigneur, je puis vous assurer que tout... Commença-t-il dans le vain espoir d'expliquer la situation. Pire, l'interrompit Sidious. Vous m'avez défié. Le visage du Néimoïdien subit alors une terrible transformation. Non, monseigneur, jamais je ne ferai une chose pareille. Ces Jedi sont pleins de ressources, c'est tout. On ne peut pas les détruire si facilement. Ils sont donc vivants, vice-roi? Non, non, je suis sûr qu'ils sont morts. Ils doivent être morts. Nous n'en avons pas eu la confirmation. Enfin, pas encore. Dark Sidious ignora les propos de son interlocuteur. S'ils sont en vie, ils finiront bien par se montrer. Quand ils le feront, vice-roi, je veux en être informé sur le champ. Je m'occuperai d'eux personnellement. Nut Gunray eut l'impression qu'il allait s'écrouler tellement le regard pénétrant du seigneur Sith pesait sur lui. « Oui, monseigneur, » réussit-il à articuler. Et l'hologramme disparut. À bord du Bongo en détresse, Obi-Wan tentait désespérément de garder le contrôle du sous-marin en train de dériver. Brusquement, les propulseurs se mirent à gémir de nouveau et les tentacules arrière à tourner. « C'est bon, le courant est revenu. » Obi-Wan laissa échapper un soupir reconnaissant. Les témoins sur le tableau de bord clignotèrent, vacillèrent, puis se stabilisèrent. Les projecteurs extérieurs firent de même et révélèrent dans une lueur aveuglante des parois rocheuses et des arêtes déchiquetées. Jar Jar poussa un hurlement. Un nouveau monstre se tenait juste devant eux. La créature, tout en écailles, ergots et crocs, leva ses pattes antérieures tordues, armées de griffes, comme pour se défendre. « Un poisson colo !» couina le Gungan. « Jedi, vous ça fait quelque chose? L'est où la force là, hein ?» Du calme, dit paisiblement Qui-Gon en posant une main rassurante sur l'épaule de Jar Jar agité de soubresauts. Le Gungan se tétanisa et s'évanouit. « Vous en avez trop fait, » observa Obi-Wan en effectuant un demi-tour avec le Bongo. Le submersible fila dans les ténèbres. Sans avoir à se retourner pour vérifier, le jeune Jedi savait que le poisson colo s'était lancé à leur poursuite. Ils se trouvaient à l'intérieur d'un tunnel qui tenait certainement lieu de repère à la créature. Ils avaient eu la chance de la surprendre bien assez tôt. Obi-Wan mit le cap vers l'entrée de la caverne, passant au milieu d'une série de stalactites susceptibles de leur apporter un semblant de protection dans leur fuite. Quelque chose heurta le Bongo, le retint momentanément avant de le relâcher. Kenobi injecta plus de puissance aux nageoires de propulsion. « Allez, allez !» dit-il dans un souffle. Ils émergèrent de la grotte, juste devant l'écrou de l'aquamonstre Sando qui les attendait tapis dans l'ombre. La créature eut un mouvement de recul devant l'irruption soudaine du submersible. Obi-Wan eut juste le temps d'exécuter un virage très serré vers la droite. Ils passèrent entre les dents, de la taille d'un immeuble, de la mâchoire grande ouverte du monstre aquatique. Jar Jar ouvrit brièvement les yeux et, apercevant les dents de l'animal, s'évanouit de rechef. Ils longèrent en trombe les canines du monstre. Sous la poussée des propulseurs, la structure du Bongo se mit à trembler. Le poisson colo, toujours lancé à leur poursuite, n'eut pas la même chance. Il n'eut pas le temps de viser et plongea tête la première dans la bouche du gigantesque prédateur. Les mâchoires se refermèrent sur lui et l'engloutirent. Obi-Wan poussa les moteurs à leur maximum. Des morceaux du poisson colo jaillirent entre les crocs acérés de l'aquamonstre Sando avant d'être de nouveau avalés prestement par le monstre. « Espérons qu'il a assez mangé pour aujourd'hui », observa le Jedi avec un rapide coup d'œil derrière lui. C'était apparemment le cas car le monstre aquatique abandonna la poursuite. Il fallut un bon moment pour ranimer Jar Jar et pas mal de temps pour achever la traversée du noyau. Grâce à l'aide plus ou moins efficace du Gungan, ils remontèrent des profondeurs obscures vers des eaux moins troubles, illuminées par les rayons du soleil. Le Bongo surgit à la surface azurée d'une vaste étendue d'eau. Des collines verdoyantes plantées d'arbres gigantesques s'élevaient à perte de vue, sous un ciel bleu, parsemé de nuages. Obi-Wan manœuvra le petit submersible jusqu'au rivage le plus proche, coupa les moteurs et ouvrit le sas de proue. Qui-Gon se leva et observa les alentours.
Nous ça sauvé maintenant. observa Jar Jar, poussant un soupir de soulagement, tout en se laissant aller contre le dossier de son fauteuil. C'est Dak, là, non? Ça reste à prouver, dit le maître Jedi. Mettons-nous en route. Il s'extirpa du bongo, sauta à terre et se mit à marcher. Obi-Wan, après avoir adressé à Jar Jar un regard qui en disait long, rejoignit son mentor. Jar Jar, interloqué, observa les deux Jedi en train de s'éloigner. « Missa venir, Missa venir !» marmonna-t-il en se dandinant à leur trousse. Chapitre 6. Il s'était écoulé plus d'une semaine depuis la course de modules et la rencontre d'Anakin avec le vieux pilote. Watto avait demandé au jeune garçon de le rejoindre dans l'atelier contenant le bric-à-brac qui servait de réserve de pièces détachées. Là, il lui avait ordonné de se rendre en speeder jusqu'à la mer de Dune afin d'aller commercer avec les Jawa. Ceux-ci, véritables ferrailleurs du désert, proposaient à la vente un certain nombre de droïdes, dont certains spécialisés en mécanique. Watto n'avait nulle envie de dépenser pour eux quelque espèce sonnante et trébuchante, mais n'était pas prêt non plus à laisser passer une occasion de trouver une bonne affaire. Anakin avait déjà eu par le passé la possibilité de marchander au nom de Watto, et le Toïdarien savait que le jeune garçon excellait également dans cette discipline. La créature au visage bleu vola vers Anakin en remuant furieusement ses petites ailes. « Rapporte-moi ce qu'il me faut, gamin. Et pas d'entourloupe ce coup-ci. » Il confia à Anakin une série de systèmes de guidage et de pièces de moteur particulièrement difficiles à trouver. Il savait que les Jawa en avaient besoin, et Watto était prêt à les échanger contre quelques droïdes en parfait état de marche. Le jeune garçon était censé se rendre en speeder jusqu'à la mer de Dune pour y rencontrer les Jawa à la mi-journée, procéder au troc et être de retour avant le coucher des soleils. Pas de détour, pas d'incartade. Watto ne lui avait pas encore pardonné son échec et la destruction de son meilleur module lors de la dernière course. Il avait mis un point d'honneur à bien le faire comprendre à son jeune esclave. « Fais revenir les droïdes à pied si tu ne trouves pas de remorque flottante, » ordonna-t-il en virevoltant tel un petit nuage bleu. « S'ils ne sont pas capables de couvrir une telle distance, ils ne me sont d'aucune utilité. Pis donc elle. Attention à ne pas te faire avoir. Ma réputation est en jeu. » Anakin écouta attentivement en hochant la tête à intervalles réguliers au moment qui lui semblait opportun. C'est un truc qu'il avait appris au cours des années passées au service de Watto. La matinée était à peine entamée et il avait largement le temps de s'acquitter de la mission qu'on lui confiait. Il avait souvent eu l'occasion de commercer avec les Jawa, et il savait comment s'y prendre pour ne pas se faire rouler par les petits ferrailleurs. Watto ignorait un grand nombre de choses à propos d'Anakin Skywalker, songea le jeune garçon en sortant de l'atelier pour récupérer son speeder et se mettre en route. L'une des clés de la survie à l'esclavage, c'était de savoir des choses que le maître ignorait et de tirer tout le parti possible de ses connaissances quand cela était utile. Anakin était particulièrement doué pour le pilotage de modules de course, il n'avait pas son pareil pour démonter et remonter toutes sortes de machines en les améliorant considérablement, mais c'était son étonnante habileté à sentir les choses, à percevoir un infime changement d'humeur, à analyser une réaction ou un mot qui lui avait rendu les meilleurs services. Il était capable de se mettre en phase avec les créatures qu'il rencontrait, de se lier mentalement à elles, de telle sorte qu'il pouvait en deviner les pensées et les intentions bien avant qu'elles entreprennent quoi que ce fût. Cela s'était révélé fort utile lors des échanges commerciaux avec les Jawa, entre autres, et c'est ce talent particulier qui lui donnait bien souvent l'avantage quand il négociait quelque chose pour le compte de Watto. Anakin dissimulait encore deux secrets à Watto. Le premier était ce droïde de protocole qu'il finissait d'assembler dans l'atelier qu'il avait installé dans sa chambre à coucher. Certes, il lui manquait encore un œil et une carapace extérieure, mais il était à même de se déplacer tout seul et son intelligence et ses processeurs de communication étaient en parfait état de marche. C'était bien suffisant pour le travail qu'il attendait de lui, conclut le jeune garçon, à savoir l'accompagner et le conseiller dans sa mission de marchandage.
Le droïde serait capable d'écouter ce que les Jawa pourraient bien se chuchoter dans leur propre langue. Un dialecte qu'Anakin ne comprenait et ne parlait pas très bien. Ainsi, le droïde de protocole pourrait signaler à son propriétaire toute tentative d'arnaque de la part des ferrailleurs. Watto ne savait rien de l'état dans lequel se trouvait le droïde, et il n'y avait aucune raison pour que cela change. Le second secret, et de loin le plus important, concernait le module de course que le garçon était en train de se construire. Cela faisait maintenant 2 ans qu'il y travaillait, récupérant des pièces à droite à gauche et procédant à l'assemblage sous une vieille bâche installée près d'un tas de rebuts derrière le quartier des esclaves. Sa mère n'avait jamais fait aucune remarque. Elle était consciente de sa passion pour les engins. Elle ne voyait donc aucun mal à le laisser travailler sur un projet personnel pendant ses heures de détente. Watto ignorait tout du module. C'était un petit subterfuge soigneusement entretenu par Anakin. Il savait que si Watto découvrait que l'une de ses créations, que ce soit le droïde ou le bolide, pouvait avoir une quelconque valeur, il se l'approprierait illico. Il avait donc décidé, dans un cas comme dans l'autre, de laisser délibérément croire que ces deux projets n'étaient que deux assemblages incertains, tout juste bons pour la casse. Leur valeur intrinsèque était donc bien dissimulée. Pour son entourage, le module de course ne fonctionnerait jamais et n'était qu'un autre de ses projets enfantins, de ses rêves de petit garçon. Mais pour Anakin Skywalker, c'était une étape supplémentaire dans le plan de vie qu'il s'était tracé. Il réaliserait le bolide le plus rapide jamais construit et il gagnerait toutes les courses auxquelles il participerait. Ensuite, il se construirait un chasseur stellaire et il pourrait quitter Tatooine et voler vers de nouveaux mondes lointains. Il deviendrait le plus grand pilote de tous les temps, capable de manœuvrer n'importe quel type d'appareil. Sa mère serait fière de lui. Un jour, quand il serait parvenu à ses fins, il ne serait plus esclave. Il serait libre. Cette pensée lui traversait bien souvent l'esprit. Ce n'était pas parce que sa mère l'encourageait dans ce sens, ni qu'un quelconque indice lui laissait présager que cela se produirait. Non, c'était simplement parce qu'il croyait tout au fond de lui, et c'était ça qui comptait, que cela arriverait bel et bien. Il y songea en manœuvrant son speeder par les rues de Mos Espa. Le droïde de protocole occupait l'une des places réservées aux passagers à l'arrière du véhicule. Il ressemblait à un squelette sans sa coque de métal et ne pipait mot car Anakin l'avait désactivé pour la durée du voyage. Le jeune garçon pensa à toutes ces choses qu'il entreprendrait, à tous ces mondes qu'il visiterait, à toutes ces aventures qu'il vivrait et à tous ses succès, à tous ses rêves qui se réaliseraient enfin. Le speeder quitta la ville sous les soleils jumeaux de Tatooine. La chaleur montait des sables du désert, telle une vague miroitante. Les rayons solaires se réfléchirent sur la carrosserie métallique du speeder comme des flammes d'un blanc incandescent. Il mit le cap à l'est pendant 2 heures standard et atteignit les limites de la mer de Dune. La rencontre avec les Jawa était déjà prévue. Watto l'avait organisée la veille par transmetteur. Les ferrailleurs devaient l'attendre au pied des marches de Motchot, une curieuse formation rocheuse située à peu près au milieu de la mer de Dune. Lunettes de protection, gants et casque bien arrimés, le garçon appuya sur l'accélérateur et fila dans la chaleur écrasante de la mi-journée. Il découvrit que les Jawa l'attendaient. Le monstrueux char des sables était garé à l'ombre des marches et les droïdes destinés à la transaction avaient été alignés en bas de sa rampe d'accès. Anakin arrêta le speeder à proximité des petites silhouettes engoncées dans leurs manteaux. Leurs yeux jaunes, étincelant dans l'ombre de leur capuche, l'observèrent tandis qu'il descendait de son véhicule. Anakin réactiva le droïde de protocole et lui ordonna de le suivre. Obéissant, celui-ci lui emboîta le pas et ils passèrent en revue la file de robots en prenant bien soin d'étudier chacun d'eux. Quand l'inspection fut terminée, Anakin entraîna son droïde à l'écart. « Lesquels sont les meilleurs, ces 3 PO ?» demanda-t-il. Il lui avait attribué ce numéro la nuit précédente, choisissant le 3 parce que le droïde représentait le 3e membre de sa petite famille après sa mère et lui. « Oh, eh bien, messire Anakin, je suis très flatté que vous me demandiez mon avis, mais je ne me permettrai pas de douter de votre choix. Mes connaissances en la matière sont bien succinctes. Voyez-vous, je n'ai dans mes répertoires que 5100 modèles de droïdes,
Un peu plus de 5000 références de motivateurs internes, environ 10 fois ce nombre de microprocesseurs. Et Contente-toi de me dire lesquels sont les meilleurs, lâcha Anakin entre ses dents. Il avait un peu oublié que C3PO était avant tout un droïde de protocole. Bien que doté d'immenses connaissances, sa fonction principale était de s'en remettre à l'opinion des humains pour lesquels il travaillait. Lesquels C3PO répéta-t-il. On va aller de gauche à droite. Signale-les-moi par leur numéro. souhaitez-vous que j'énumère leurs capacités et les spécificités de leur conception, messire Anakin? Demanda C3PO avec sollicitude, la tête légèrement penchée. D'un signe de la main, Anakin lui intima l'ordre de se taire car le chef des Jawa approchait. Ils discutèrent pendant un bon moment et Anakin perçut les limites des Jawa, les vices et les défauts de certains droïdes et les sacrifices que les ferrailleurs étaient prêts à envisager pour obtenir les pièces de rechange si ardemment convoitées. Il comprit même que certains des meilleurs droïdes étaient encore dissimulés à l'intérieur de la chenille, détail que C3PO déduisit d'une remarque en aparté d'un Jawa à son chef, lequel lui adressa toutes sortes de couinements réprobateurs, mais le mal était fait. 3 droïdes supplémentaires furent descendus de l'énorme véhicule tout-terrain. Anakin prit le temps, C3PO à ses côtés, de les passer en revue. C'étaient de bons modèles, et les Jawa ne semblaient pas particulièrement prêts à s'en séparer, à moins d'ajouter une rallonge en espèces à la quantité de pièces détachées proposées en échange. Anakin et le chef des Jawa, qui devaient sensiblement être de la même taille et peser le même poids, se retrouvèrent nez à négocier farouchement pendant un long moment. Au terme du marchandage, Anakin avait troqué un peu plus de la moitié du matériel qu'il avait apporté contre 2 droïdes mécaniciens en excellentes conditions, 3 autres droïdes à usage multiple qui pouvaient être facilement réactivés et un transformateur d'hyperdrive endommagé qu'il arriverait certainement à faire tourner en 2 temps 3 mouvements. Il aurait pu essayer de récupérer 1 ou 2 autres droïdes supplémentaires, mais leur état général n'était pas suffisamment bon pour mériter en échange les marchandises fournies par Watto, et ce dernier s'en serait aperçu très vite. Les Jawa ne disposant pas de remorques sur répulseur, Anakin fit aligner les droïdes récemment acquis derrière son speeder. Il installa C3PO sur le siège arrière du véhicule afin que celui-ci puisse garder un œil sur le nouveau cheptel mécanique et se mit en route pour Mosespa. L'après-midi venait à peine de commencer. La petite procession offrait un bien curieux spectacle. Le speeder en tête progressait au ralenti juste à ras du sol. Les droïdes, eux, avançaient au pas à sa suite, leurs membres articulés moulinant dans le sable pour ne pas se laisser distancer. Vous avez fait une excellente affaire, messire Anakin, Déclara joyeusement C3PO, son seul œil valide fixé sur les acquisitions du jeune garçon. vous méritez des compliments. Je pense que ces Jawa ont appris une bonne leçon aujourd'hui. Vous leur avez bien fait comprendre ce que marchander veut dire. Tenez, ce droïde mécano à lui tout seul vaut bien plus que... Et le droïde de protocole se mit à déblatérer inlassablement. Anakin ne l'interrompit pas, ignorant la plupart de ses propos. Son esprit vagabondait, maintenant que le plus dur du travail était fait. Même en avançant au ralenti à cause des droïdes, ils auraient rejoint la limite de la mer de Dune avant la fin de l'après-midi et seraient à Mosespa à la tombée de la nuit. Il aurait juste le temps de cacher ses 3 PO dans sa chambre avant d'aller livrer les droïdes et de restituer ce qui restait de marchandises à Watto. Avec un peu de chance, il retrouverait les bonnes grâces du Toy d'Arien. Watto serait certainement ravi de l'acquisition du convertisseur. Ce genre de pièce était très difficile à trouver dans la région. Et si Anakin arrivait à le remettre en état, ce qu'il ne manquerait certainement pas de faire, il vaudrait bien plus que tout le reste des achats combinés. Ils traversèrent les plaines du centre et entamèrent l'ascension de la longue côte qui menait à la passe de Xelric, un canyon étroit qui séparait en deux les montagnes de Mospik à la lisière de la mer de Dune. Le speeder s'engagea doucement dans la gorge, sa guirlande mécanique de droïdes étincelant à sa suite. La drôle de caravane s'enfonça dans l'ombre. La température chuta de quelques degrés et le silence se fit particulièrement pesant entre les parois oppressantes. Anakin, qui connaissait les dangers du désert au moins aussi bien que ceux des rues de Mosespa, regardait prudemment autour de lui. Il se répétait souvent qu'on était plus en sécurité ici, dans l'immensité,
Canville. Et il y avait encore 4 fois plus de Rhodiens que de Huttes quand le campement se mit petit à petit à ressembler à une plateforme commerciale, même s'il était clair que les Huttes représentaient la race dominante, et que les Rhodiens auraient certainement mieux fait de rester chez eux, s'évitant ainsi un vol long, pénible et sans but réel. C3PO parlait toujours, changeant de sujet au gré de son humeur et ne demandant absolument rien en retour, si ce n'est le droit de poursuivre son interminable récit. Anakin se demanda si son droïde souffrait d'un quelconque trouble des fonctions vocales dû à une désactivation trop longue. Ces droïdes de protocole avaient la réputation d'être capricieux. Le regard du jeune garçon fut attiré vers la droite, vers quelque chose qui semblait étrange et déplacé. De prime abord, ce n'était qu'une forme et une différence de coloration dans l'ombre au milieu des sables et des roches du désert. Il regarda plus attentivement et découvrit ce que c'était réellement. Il braqua brusquement le speeder vers la droite et entraîna sa colonne de droïdes dans le virage à sa suite. « Messire Anakin, mais que faites-vous donc ?» protesta C3PO d'un ton grincheux en dévisageant Anakin. « Mos Espa est là-bas, à la sortie du canyon, pas dans cette direction. » Oh, bonté divine! Est-ce bien ce que c'est censé être? Maître, nous avons toutes les meilleures raisons de faire demi-tour. Je sais, dit Anakin coupant court aux réflexions du droïde. Je veux juste jeter un coup d'œil. C3PO anxieux leva les bras au ciel. Je me dois de protester, messire Anakin. Tout ceci est extrêmement déraisonnable. Si je ne me trompe pas, je dois vous annoncer que j'ai calculé un degré de probabilité de 99,7 que nous sommes en train de nous diriger droit vers un... Mais Anakin n'avait nul besoin de précision sur ce qui se trouvait juste devant eux. Il savait exactement ce que c'était. Un pillard Tusken, un homme des sables, gisait au sol à moitié enseveli sous des éboulis provenant sans doute des flancs de la falaise. Même à cette distance, il était impossible de se tromper. Personne d'autre au monde ne pouvait avoir cette allure que les redoutables pillards du désert. Des vêtements amples d'un brun clair, des gants épais et de lourdes bottes de cuir, un baudrier et une ceinture, des bandelettes de linge dissimulant le visage et ne laissant voir que des lunettes de protection et un appareil respiratoire, et un long fusil blaster à double crosse. L'arme se trouvait à un peu plus d'1 mètre du bras de l'individu. Une brèche bien visible au sommet de la falaise indiquait clairement que le pillard avait dû dévisser. Le Tusken devait certainement se cacher en haut de la paroi quand le sol avait glissé sous ses pieds, entraînant dans sa chute les rochers sous lesquels il était à présent coincé. Anakin arrêta le speeder et mit pied à terre. « Messire Anakin, je ne pense pas que tout ceci soit une très bonne idée. » déclara prestement C3PO sur le ton du reproche. « Je veux juste aller voir, c'est tout, » répéta le jeune garçon. Il était partagé entre la méfiance et la peur, mais il n'avait jamais vu de pillards Tusken de près, même s'il avait entendu de nombreuses histoires à leur sujet. Les Tusken étaient un peuple nomade, féroce et reclus, qui prétendait que le désert lui appartenait. Ils vivaient d'ailleurs aux dépens de ceux qui étaient assez fous pour s'aventurer sans préparation ni protection sur leur territoire. À pied ou montés sur des bantas sauvages capturés dans certaines régions arides, ils voyageaient où bon leur semblait, pillant les fermes isolées ou les postes frontières, attaquant les caravanes pour s'emparer des biens et des équipements. En règle générale, ils terrorisaient tout le monde. En quelques occasions, ils s'en étaient même pris aux Huttes. Les résidents de Mos Espa, eux-mêmes guères respectables, détestaient farouchement les hommes des sables. Anakin ne s'était pas encore vraiment fait d'opinion à leur sujet. Les histoires étaient effrayantes, certes, mais le jeune garçon disposait déjà d'une expérience suffisante pour savoir qu'il existait différents points de vue à chaque récit, et que ce n'était souvent qu'une version des faits qu'on racontait. Il était très intrigué par la nature sauvage et la soif de liberté des Tusken, leur absence de sens du devoir, leur manière de vivre sans limite et sans entrave. Il était fasciné par cette communauté où chacun était l'égal de l'autre. Délaissant son speeder, il marcha vers l'homme des sables. C3PO se dépêcha de lui faire toutes sortes de reproches et lui signala qu'il était certainement en train de commettre une grave erreur. En vérité, Anakin hésitait encore à donner raison ou non au droïde. Mais sa curiosité l'emporta finalement sur le bon sens.
En quoi un simple coup d'œil pourrait-il être cause de quoi que ce soit? Sa nature de gamin intrépide prit le dessus. Il pourrait raconter à tous ses amis qu'il avait vu un homme des sables de près. Il pourrait leur dire à quoi il ressemblait exactement. Le Tusken était allongé à plat ventre, les bras écartés et la tête légèrement tournée de côté. Des cailloux et des débris recouvraient la moitié inférieure de son corps. Une de ses jambes était écrasée sous un gros pan de rocher. Anakin se rapprocha doucement de l'endroit où se trouvait le fusil blaster. Il se pencha avec précaution et le ramassa. Il était lourd et guère maniable. Pour pouvoir s'en servir correctement, il fallait être très fort et doué d'une certaine expérience, songea le jeune garçon. Il remarqua les curieuses entailles qui ornaient la crosse. Des gravures tribales, probablement. Il avait entendu dire que les Tusken étaient un peuple tribal. Soudain, le pillard bougea. Il ramena un bras à lui et leva sa tête entourée de bandelettes. Les verres opaques de ses lunettes se tournèrent vers Anakin. Instinctivement, celui-ci fit un pas en arrière. Le Tusken l'observa quelques instants, essayant visiblement de comprendre qui était ce gamin et ce qu'il était en train de faire. Puis reposa sa tête sur le sol. Anakin Skywalker attendit, se demandant que faire. Il savait ce que Watto aurait dit en une telle occasion. Il savait ce que n'importe qui aurait dit. Déguerpis, maintenant. Il reposa le fusil à terre. Après tout, il n'avait rien à faire là. Il recula d'un pas, et d'un autre encore. Le Tusken leva de nouveau la tête et le dévisagea. Anakin l'étudia en retour. Il perçut la douleur dans le regard du pillard. Il sentit son désespoir d'être coincé sans défense sous ce rocher, privé à la fois de son arme et de sa liberté. Anakin fronça les sourcils. Et sa mère? Lui conseillerait-elle, elle aussi, de déguerpir? Qu'aurait-elle dit si elle s'était trouvée à ses côtés? « C3PO » appela-t-il. « Ramène tout le monde par ici. » Protestant avec véhémence à chaque pas, C3PO rassembla les autres droïdes et les fit approcher de l'endroit où le jeune garçon était debout à observer le Tusken étendu. Anakin mit immédiatement les droïdes au travail. Ils enlevèrent toutes les petites pierres, puis glissèrent un levier sous le rocher. Ils se servirent du speeder comme d'un contrepoids et parvinrent à soulever le roc suffisamment pour que la jambe du pillard soit libérée. L'homme des sables, brièvement sorti de son inconscience, reperdit connaissance. Anakin demanda au droïde de vérifier s'il n'avait pas d'autres armes dissimulées et alla déposer le fusil blaster hors de portée de son propriétaire. Pour procéder à l'inspection de ses blessures, les droïdes allongèrent le pillard évanoui sur le dos. La jambe écrasée par le rocher était cassée en plusieurs endroits. Anakin palpa les fractures du Tusken par les pans déchirés de son vêtement. Il ne connaissait cependant pas grand-chose à l'anatomie des hommes des sables. Que faire pour le soigner? Il alla jusqu'au speeder chercher la trousse de secours et en sortit une attelle à scellement rapide pour maintenir la jambe en place. Après l'avoir placée, il alla s'asseoir un peu à l'écart et réfléchit à la suite des opérations. La lumière commençait à baisser. Il avait passé bien trop de temps à s'occuper du Tusken, et il était trop tard pour regagner Mos Espa avant la tombée de la nuit. Avec un peu de chance, il pouvait atteindre la lisière de la mer de Dune avant l'obscurité. Cela signifiait qu'il lui fallait abandonner l'homme des sables, seul et sans soin. Anakin plissa le front. Vu les choses qui erraient dans le désert dès le coucher du soleil, autant lui creuser une tombe tout de suite. Il demanda au droïde de déballer l'une des unités lumineuses rangées dans le coffre du speeder. Quand le crépuscule s'installa, il alluma la torche et y brancha une réserve secondaire de carburant afin qu'elle brûle toute la nuit. Il sortit un vieux sachet de nourriture lyophilisée et se mit à mastiquer d'un air absent tout en observant le Tusken. Sa mère allait se faire du souci. Watto serait furieux. Mais tous deux savaient qu'il était capable et digne de confiance, et ils attendraient jusqu'au lever du jour avant de se mettre à sa recherche. À ce moment-là, se dit-il, il aurait déjà couvert une bonne partie du chemin du retour. « Tu penses qu'il va s'en tirer » demanda-t-il à C3PO. Il avait garé le speeder et rangé les droïdes hors de vue sous un promontoire de la falaise derrière l'unité d'éclairage.
Il avait gardé ses 3 PO à ses côtés pour qu'ils lui tiennent compagnie. Le garçon et le droïde restèrent assis l'un contre l'autre, d'un côté du cercle lumineux dessiné par la torche, à observer le pillard Tusken qui dormait de l'autre côté. Je ne dispose malheureusement pas des compétences médicales et des informations nécessaires pour en être persuadé, messire Anakin, dit C3PO en penchant la tête vers lui. Je suis en revanche convaincu que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour lui porter secours. Le garçon, l'air pensif, hocha la tête. Messire Anakin, reprit le droïde après une pause, je pense que nous ne devrions pas passer la nuit ici. Cette contrée est très dangereuse. Mais on ne peut pas le laisser là comme ça, non? Ma foi, ce me semble une décision fort difficile à prendre, déclara C3PO après avoir analysé la question. On ne peut pas non plus l'emmener avec nous. Certainement pas. Le jeune garçon resta silencieux un long moment à observer le Tusken endormi. Un si long moment, en fait, que ce fut une surprise quand l'homme des sables s'ébroua. Il se réveilla en sursaut à un moment où Anakin n'était plus sur ses gardes. Le pillard se tourna brusquement sur le flanc, laissa échapper un souffle bref, se redressa en s'appuyant sur un bras, inspecta son état et regarda le garçon. Celui-ci ne broncha pas. Le Tusken le dévisagea pendant une très longue minute. Ensuite, il s'installa plus confortablement en position assise, sa jambe blessée étendue devant lui. Salut ?» dit le garçon. Le Tusken ne répondit rien. « Vous avez soif ?» demanda Anakin. Pas de réponse. « Je pense qu'il ne nous aime pas beaucoup », déclara C3PO. Anakin essaya une bonne douzaine d'approches différentes pour engager la conversation, mais le Tusken les ignora toutes. Son regard ne dévia qu'une seule fois en direction de son fusil blaster posé contre un rocher derrière le jeune garçon. « Dis-lui quelque chose dans sa langue », ordonna finalement Anakin à C3PO. Le droïde s'exécuta. Il parla longuement au Tusken dans sa langue maternelle, mais l'homme refusa de répondre, se contentant de dévisager le garçon. Enfin, interrompant l'interminable monologue de C3PO, l'homme des sables tourna les yeux vers lui et aboya un seul et unique mot. « Seigneur !» s'exclama le droïde. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» demanda le garçon tout excité. « Eh bien, enfin, il m'a ordonné de me taire. » Voilà qui coupait court à toute tentative de conversation. Le jeune garçon et le Tusken demeurèrent assis face à face en silence. Dans l'obscurité du désert, leurs visages respectifs accrochèrent la clarté des flammes. Anakin en vint à se demander ce qu'il lui faudrait faire si le Tusken décidait de passer à l'attaque. Il n'y avait finalement que peu de chances que cela arrive, mais l'homme était grand et fort, et s'il réussissait à s'approcher du garçon, il pourrait rapidement et facilement le maîtriser. À ce moment-là, il pourrait récupérer son fusil blaster, et qui sait ce qu'il adviendrait alors d'Anakin. Mais, aussi incroyable que cela puisse paraître, Anakin perçut que ce n'était pas dans les intentions du Tusken. Ce dernier ne fit aucun effort pour bouger, et ne donna non plus aucun indice que telle était son intention. Il se contenta de rester assis, emmitouflé dans son équipement de pillard du désert, le visage caché derrière ses bandelettes, perdu dans ses propres pensées. Enfin, il se mit à parler. Le garçon adressa un rapide coup d'œil à C3PO qui traduisit pour lui. « Il veut savoir ce que vous comptez faire de lui, messire Anakin. » Anakin, troublé, regarda à nouveau vers le Tusken. « Dis-lui que je ne compte rien faire ?» répondit-il. « Dis-lui que j'ai simplement cherché à l'aider ?» C3PO s'adressa à l'homme des sables en Tusken. Celui-ci écouta. Il ne répondit rien, il ne dit plus rien. Anakin réalisa soudain que le Tusken avait peur. Il avait pu le sentir dans sa voix, dans sa manière de s'asseoir. Il était handicapé et désarmé, à la merci d'Anakin. Le jeune garçon fut surpris par la frayeur du Tusken. Elle ne s'expliquait pas. Les hommes des sables avaient la réputation d'être farouches. Lui, en revanche, n'avait pas peur du Tusken. Peut-être aurait-il dû, mais tel n'était pas le cas. Anakin Skywalker n'avait peur de rien. À moins que...
il regarda droit dans les verres opaques qui dissimulaient les yeux du pillard Tusken et réfléchit quelques instants. En général, songea-t-il, rien ne l'effrayait. La plupart du temps, il s'estimait assez courageux pour se dire qu'il ne connaîtrait jamais la peur. Mais au plus profond de son être, là où il avait caché les choses qu'il ne voulait révéler à personne, il savait bien qu'il trichait avec la vérité. Il n'avait peut-être jamais eu peur pour lui-même, mais il lui arrivait de temps en temps d'avoir très peur pour sa mère. Que se passerait-il s'il lui arrivait quelque chose? Quelque chose de terrible, quelque chose qu'il n'aurait pas pu sentir venir. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Qu'arriverait-il s'il la perdait? Quel courage lui resterait-il si la personne qui lui était la plus proche dans cet univers infini lui était brutalement arrachée? Non, cela n'arriverait jamais, évidemment. C'était impossible. Mais si cela devait arriver? Anakin observa le pillard Tusken, et dans le silence enveloppant de la nuit, il sentit sa confiance en lui-même vaciller comme une simple feuille dans le vent du soir. Lorsqu'il finit par s'endormir, Anakin rêva à d'étranges choses. Les songes se mélangèrent et se métamorphosèrent de façon impromptue, adoptant à chaque changement de nouveaux fils conducteurs et de nouvelles significations. Au cours de son rêve, Anakin interpréta plusieurs rôles. Il fut d'abord chevalier Jedi, affrontant des choses noires et dénuées de substance qu'il ne put identifier. Puis pilote de croiseurs stellaires, plongeant dans l'hyperespace, traversant des galaxies entières en une fraction de seconde. Commandant d'une armée, puissant et respecté, débarquant sur Tatooine avec des troupes et du matériel pour libérer les esclaves de la planète. Sa mère l'attendait, souriante, les bras tendus vers lui, s'évanouissant dans la nuit au moment où il s'approchait d'elle. Des hommes des sables firent aussi leur apparition vers la fin de son rêve. Il n'y en avait que quelques-uns, se tenant devant lui, fusil blaster au poing ou bâton gaffi levé et le regardant en silence, se demandant ce qu'ils allaient bien pouvoir faire de lui. Et c'est à ce moment précis qu'une terrifiante sensation de danger le réveilla. Il se redressa en sursaut et jeta alentour des regards confus et apeurés. La torche avait fini par s'éteindre. Dans la clarté naissante de l'aube, il se retrouva face à face avec les silhouettes obscures et sans visage des hommes des sables de son rêve. Anakin déglutit péniblement. Figures immobiles se découpant sur l'horizon, faiblement éclairées, les pillards Tusken faisaient cercle autour de lui. Le jeune garçon songea un instant à prendre ses jambes à son cou, avant de comprendre immédiatement que c'était bien la dernière des choses à faire. Il était à leur merci. Ne restait plus qu'à attendre de voir ce qu'ils allaient décider à son sujet. Un marmonnement guttural s'éleva dans la brume du matin. Toutes les têtes se tournèrent pour voir d'où il provenait. Par une brèche dans les rangs des Tusken, Anakin entrevit une silhouette que l'on transportait à bout de bras. C'était le pillard à qui il avait porté secours. Il était en train de s'adresser à ses congénères. Les autres hommes des sables hésitèrent un instant, puis se mirent à reculer tout doucement. Quelques secondes plus tard, ils avaient disparu. Les rayons solaires vinrent caresser les crêtes de Mospic. C-3PO se mit à parler à toute vitesse. Les mots se bousculaient sur ses lèvres et ses bras mécaniques squelettiques s'agitèrent en tous sens. « Messire Anakin, ils sont partis. Oh, quelle chance nous avons d'être en vie. Le ciel soit loué. Vous n'êtes pas blessé. » Anakin se leva. Il y avait des empreintes de pas de Tusken un peu partout. Il jeta rapidement un coup d'œil aux environs. Le speeder et les droïdes échangés au Jawa attendaient tranquillement sous l'arête rocheuse. Le fusil blaster du pillard Tusken avait disparu. « Messire Anakin, que faisons-nous » gémit C-3PO. Anakin regarda le sol désert du canyon, les hautes parois de la falaise et les étoiles en train de s'évanouir dans un ciel de plus en plus clair. Il écouta attentivement le silence et se sentit terriblement seul et vulnérable. « On rentre chez nous » chuchota-t-il. Et il se mit au travail pour que cela se produise dans les plus brefs délais. Chapitre 7.
Nut Gunray se tenait, silencieux, au beau milieu de la salle du trône du palais royal de Seed, capitale de la planète Naboo. Il écoutait patiemment les protestations du gouverneur Sio Beeble sur l'intrusion de la Fédération du commerce. Rune Aako était à ses côtés. Tous deux portaient leur tunique de fonction de la Fédération et arboraient la même insondable expression. 2 douzaines de droïdes de combat armes au poing tenaient en respect tous les occupants Naboo de la salle. La ville était tombée peu de temps après le lever du soleil. Il n'y avait eu que très peu de résistance. Les Naboo étaient un peuple paisible. L'invasion fomentée par la Fédération du commerce leur était tombée dessus sans préavis et l'armée de droïdes avait eu l'opportunité de franchir les portes de la ville avant qu'aucune défense digne de ce nom n'ait pu s'organiser. Les rares armes qui avaient fait leur apparition avaient été confisquées et leurs propriétaires conduits au baraquement de détention. Les droïdes de combat étaient en train de passer la ville au peigne fin dans le but d'éradiquer toute tentative d'insurrection. Gunray eut du mal à ne pas sourire. Apparemment, la reine avait cru jusqu'au bout que les négociations l'emporteraient sur l'intervention armée et que le Sénat fournirait toute la protection nécessaire au peuple Naboo. Cela ne vous suffit pas, vice-roi, d'oser interrompre toutes les communications entre la reine et le sénateur Palpatine alors que ce dernier est en train de défendre notre cause auprès du Sénat? Cela ne vous suffit pas de prétendre que ce blocus est une action légale, il faut que vous fassiez en plus débarquer une armée entière sur le sol de notre planète pour occuper notre capitale? Les mots me manquent pour décrire l'outrecuidance d'une telle initiative. Sio Beeble était un homme d'une grande taille, légèrement dégarni, avec une petite barbe grise taillée en pointe et une langue au moins aussi pointue. Jusqu'à présent, il avait réussi à accaparer l'attention de tout le monde, mais Nut Gunray commençait à se lasser de l'écouter. Il examina les autres prisonniers. Le capitaine Panaka, chef de la sécurité royale, et 4 gardes personnels de la reine se tenaient sur le côté, désarmés et désemparés. Panaka conservait un faciès de marbre en regardant fixement les Neimoïdiens. C'était un homme grand et fort, avec un visage sombre et lisse et des yeux vifs. Les Neimoïdiens n'appréciaient pas outre mesure la façon dont ses yeux les observaient. La reine était assise sur son trône, entourée de ses suivantes. Elle paraissait sereine et distante, comme détachée de tout, comme si ce qui était en train d'arriver ne pouvait avoir aucun effet sur elle, ni la toucher de quelque manière que ce soit. Elle était vêtue de noir et son visage, poudré de blanc, se détachait en un contraste parfait sous sa coiffe de plumes couleur d'ébène. Une chaîne en or parait son front majestueux et une marque rouge d'apparat barrait sa lèvre inférieure. On la disait belle, avait-on expliqué à Gunray. Mais il n'avait aucune notion de beauté humaine, et selon les standards neimoïdiens, elle était simplement terne et petite. Ce qui intriguait le vice-roi, en revanche, c'était sa jeunesse. Cela ne devait faire que très peu de temps qu'elle n'était plus une petite fille. Elle n'était pas encore une femme mûre. Et pourtant, c'était elle que les Naboo avaient choisie pour reine. Ce n'était pas l'une de ces monarchies de type dynastique où le droit à gouverner s'appuie sur la naissance. Les Naboo choisissaient parmi eux la personne la plus sage pour occuper le poste le plus élevé. C'était une démarche populaire, et la reine Amidala ne pouvait gouverner que tolérée par son propre peuple. Avoir choisi quelqu'un d'aussi jeune et naïf était encore un grand mystère pour Gunray. À son avis, cela ne leur avait pas rendu franchement service jusqu'ici. La voix du gouverneur Sio Beeble résonnait dans l'immense salle, montant vers les plafonds ouvragés, rebondissant sur les murs baignés par le soleil. Seed était une cité opulente et prospère, et la salle du trône reflétait l'histoire de ce succès. « Vice-roi, je vous pose la question de but en blanc, » dit Sio Beeble en conclusion. « Comment avez-vous l'intention d'expliquer cette invasion au Sénat ?» Le visage calme, plat et reptilien du Neimoïdien fut soudainement animé d'une étincelle d'humour. Les Naboo et la Fédération du commerce vont signer un traité destiné à rendre légitime notre occupation de Seed. On m'a assuré qu'un tel traité, une fois rédigé, peut être très rapidement ratifié par le Sénat. « Un traité ?» s'exclama le gouverneur stupéfait. « Alors que vos actions sont complètement illégales ?» Amidala se leva de son trône et fit un pas en avant, entouré de ses dames de compagnie drapées dans leurs lourds manteaux à capuche. Ses yeux brûlaient de colère. « Je ne coopérerai pas, »
Nut Gunray et Rune Aako échangèrent un coup d'œil. « Allons, allons, Votre Altesse » ronronna le vice-roi. « Ne vous prononcez pas avec une telle précipitation. Vous n'allez pas vraiment apprécier ce que nous avons en réserve pour votre peuple. En temps et en heure, leur souffrance vous persuadera de vous rallier à notre point de vue. » Il tourna les talons. « Bon, assez parlé. Commandant !» Il fit un signe au droïde de combat OOM-9, celui-ci s'avança et hocha son étroite tête de métal en guise de réponse. « Chargez-vous d'eux !» ordonna le vice-roi. OOM-9 fit à son tour signe à l'un de ses sergents. De sa voix métallique, il donna l'ordre de conduire les prisonniers au camp numéro 4. Les droïdes de combat escortèrent la reine, ses suivantes, le gouverneur Bibble, le capitaine Panaka et les gardes Naboo hors de la salle. Nut Gunray les suivit de ses yeux rouges orangés, puis il reporta son attention sur Aako et le reste des occupants de la pièce. Une profonde satisfaction l'envahit. Tout se déroulait comme prévu. Le sergent et la douzaine de droïdes de combat firent avancer les prisonniers entre les murs de pierre polie des couloirs du palais de Seed. Ils traversèrent une série de terrasses extérieures et descendirent des volets de marche bordées de statues dressées sur des socles ouvragés. Ils atteignirent une large place. Celle-ci fourmillait de tanks et de droïdes de combat de la Fédération. Nul citoyen Naboo alentour. Les tanks étaient des véhicules trapus, aux capots aplatis, avec des tourelles de canon montées à l'avant et à l'arrière du cockpit et des batteries de blasters installées de part et d'autre. Ils ressemblaient à de gros scarabées, allant et venant ainsi sur la grande place. Au-delà, les immeubles de Seed s'étiraient vers l'horizon. Un vaste labyrinthe de très hauts murs de pierre, de dômes dorés ou cuivrés, de tours délicates et d'arches sculptées. Les rayons du soleil irradiaient les resplendissants édifices à l'architecture rehaussée par la luxuriante verdure de la planète. Des grondements de cascades et des gargouillis de fontaines créaient un doux et étrange bruit de fond dans le silence causé par l'absence de population. Les prisonniers furent emmenés de l'autre côté de la place. Ils passèrent devant les machines de guerre de la Fédération. Personne ne dit mot. Même le gouverneur Bibble ne bronchait pas. Son visage à barbe grise était penché en avant, plongé dans d'intenses réflexions. Ils quittèrent la place et s'engagèrent sur une large avenue qui conduisait à la sortie de la ville vers les camps de détention de la Fédération du commerce. Des stapes passèrent en bourdonnant au-dessus de leurs têtes, leurs ombres glissant le long des murs des immeubles. Leurs carapaces de métal renvoyèrent quelques éclats quand ils filèrent dans le soleil. Les droïdes venaient d'ordonner à leurs prisonniers d'emprunter une calme contre-allée quand le sergent qui marchait en tête de la procession leur fit signe brusquement de s'arrêter. 2 hommes se tenaient sur leur chemin. Tous 2 étaient vêtus de larges manteaux passés sur des tuniques retenues par des ceintures. Le plus grand portait les cheveux longs, coiffés vers l'arrière. Le plus petit avait les cheveux courts, à l'exception d'une longue tresse qui lui descendait dans le dos. Leurs bras pendaient de part et d'autre de leur corps. Ils avaient cependant l'air d'hommes décidés et prêts à tout. Pendant un long moment, les 2 groupes s'observèrent en silence. Puis le visage étroit d'un Gungan, avec des yeux écarquillés et effrayés, jaillit de derrière les 2 silhouettes en long manteau. Qui-Gon Jinn s'avança. « Êtes-vous la reine Amidala du peuple Naboo ?» demanda-t-il à la jeune fille à la coiffe de plumes. La reine hésita. « Qui êtes-vous ?»« Les ambassadeurs du chancelier suprême, » dit le maître Jedi en inclinant légèrement la tête. « Nous sollicitons une audience de votre part, votre Altesse. » Le droïde sergent sembla soudainement se souvenir de l'endroit où il était et de ce qu'il avait à faire. Il fit signe aux soldats. « Faites-les dégager !» 4 droïdes de combat s'avancèrent pour obéir aux ordres. Ils venaient à peine de lever leurs armes pour mettre leur cible en joue lorsque les Jedi dégainèrent leurs sabres laser et réduisirent les 4 soldats à l'état de pièces détachées. Cette première vague anéantie, les Jedi bondirent en avant pour s'occuper des autres. Des décharges de laser furent bloquées, des armes jetées à terre, et le reste des droïdes ne fut bientôt qu'un tas de copeaux de métal.
Le sergent se tourna pour prendre la fuite. Qui-Gon leva les mains et parvint à retenir le droïde grâce à la puissance de la force. En un éclair, le sergent subit le même sort que son détachement. Rapidement, les gardes Naboo se jetèrent sur les armes des droïdes. Les chevaliers Jedi éteignirent leurs sabres laser et prirent les devants pour que tous aillent se cacher dans une petite allée courant entre deux immeubles. Jar Jar Binks leur emboîta le pas, marmonnant son étonnement quant à l'efficacité et le sang-froid avec lesquels les Jedi s'étaient débarrassés de leurs ennemis. Qui-Gon alla trouver la reine. « Votre Altesse, je m'appelle Qui-Gon Jinn. Mon compagnon s'appelle Obi-Wan Kenobi. Nous sommes chevaliers Jedi et ambassadeurs du chancelier suprême. Vos négociations semblent ne pas avoir abouti, ambassadeur, observa Sio Beeble sur un ton méprisant. Les négociations n'ont jamais eu lieu. Qui-Gon ne quittait pas la reine des yeux. Le visage maquillé de cette dernière ne trahit aucune émotion. Votre Altesse, reprit-il, nous devons contacter la République. C'est impossible, répliqua le capitaine Panaka. Ils ont détruit tous nos systèmes de communication. Une alarme fut déclenchée dans les environs et un bruit de cavalcade retentit. Qui-Gon regarda vers la rue où ils avaient abandonné les droïdes de combat. « Vous avez un moyen de transport quelconque ?» Le capitaine Naboo, qui avait compris à demi-mot les intentions du Jedi, hocha la tête. « Au hangar principal, par ici. » Il conduisit le groupe jusqu'au bout de l'allée, ils traversèrent d'autres passages et d'autres boyaux, mais ne rencontrèrent pas âme qui vive. Ils se déplaçaient rapidement et en silence. Les alarmes se faisaient de plus en plus nombreuses et stridentes, et étaient, à intervalles réguliers, coupées par l'inquiétant bourdonnement des steppes. Les Naboo n'avaient émis aucune objection quand Qui-Gon Jinn avait pris la direction des opérations. Ils n'avaient pas non plus émis la moindre remarque quant à son entrée en scène. Avec Panaka et ses hommes à nouveau armés, la reine Naboo et ses suivantes eurent l'impression de contrôler de nouveau leur destin, et semblaient prêtes à laisser une chance à leur sauveteur. Il ne leur fallut pas très longtemps pour rejoindre leur destination. C'était une succession de bâtiments reliés les uns aux autres et dominant une large place. Chaque immeuble était coiffé d'un dôme. Les portes des structures centrales étaient ornées d'arches et de murets longs et plats. La place grouillait de droïdes de combat, l'arme au poing, prêts à ouvrir le feu. Le capitaine Panaka découvrit un accès qui n'était pas gardé en passant par un couloir qui descendait entre deux bâtiments. Arrivé à une issue de secours du hangar principal, Panaka fit signe au groupe de s'arrêter. Après un rapide coup d'œil alentour pour repérer les droïdes de combat, il s'employa à crocheter la serrure avant d'ouvrir la porte d'un coup d'épaule. Qui-Gon Jinn à ses côtés, il pénétra à l'intérieur. Quelques vaisseaux Naboo étaient regroupés au centre du hangar, des transports aux lignes pures à la coque étincelante. Leur nez était tourné vers une large baie qui s'ouvrait dans la paroi la plus éloignée. Des droïdes de combat montaient la garde devant chacun d'eux. Ils étaient positionnés en ligne sur toute la largeur du hangar afin de pouvoir réduire à néant toute tentative d'approche. Panaka indiqua du doigt un long vaisseau avec des ailes tendues vers l'arrière et de puissants moteurs Edon 5 rangés sur le côté du bâtiment. « Le vaisseau personnel de la reine », chuchota-t-il au maître Jedi. Qui-Gon hocha la tête. C'était un transport nubien 327 de type J. Au loin, les alarmes jetaient toujours leurs cris. « Il fera parfaitement l'affaire, » dit-il. Panaka inspecta l'intérieur du hangar. « Les droïdes de combat, ils sont bien trop nombreux. » Le Jedi regagna la petite porte et ressortit. « Ce ne sera pas vraiment un problème. » Il fit face à la reine. « Votre Altesse, vu les circonstances, je suggère que vous veniez à Coruscant avec nous. » La jeune fille secoua la tête, les plumes de sa coiffe émettant un doux bruissement. Son visage poudré de blanc était calme, et son regard franc et direct. « Merci, ambassadeur, mais ma place est ici, avec mon peuple. »« Non, je ne le pense pas, » répondit Qui-Gon en soutenant son regard. « La Fédération du commerce a d'autres plans. Ils vous tueront si vous restez ici. » Sio Beeble vint se poster aux côtés de la reine. « Ils n'oseront pas. À leurs yeux, il est indispensable que la reine signe ce traité afin de rendre légale cette histoire d'invasion.
remarqua le capitaine Panaka. Ils ne peuvent pas se permettre de la tuer. Le regard de la reine passait d'un visage à l'autre, une minuscule lueur d'incertitude brillant au fond de ses yeux. La situation ici est trompeuse, insista Qui-Gon. Il est évident qu'ils ne vont pas en rester là, Votre Altesse. Les actions de la Fédération ne sont dictées par aucune logique. Mon instinct me dit qu'ils cherchent à vous détruire. Une ombre de réelle terreur traversa le visage de Sio Beeble quand le maître Jedi eut fini sa phrase. Ses traits, ordinairement durs, semblèrent fondre comme neige au soleil. « Votre Altesse, commença-t-il doucement, peut-être devriez-vous reconsidérer la question. Notre seul espoir de survie, c'est que le Sénat prenne notre parti. Le sénateur Palpatine va avoir besoin de votre aide. » Le capitaine Panaka ignora les arguments du gouverneur. « Mais enfin, passer outre la barrière de leur blocus est impossible, Votre Altesse. Même si nous réussissons à décoller de cette planète, toute tentative d'évasion me paraît vouée à l'échec. Votre Majesté, je vais rester ici et tenter de faire tout ce qui est en mon pouvoir, » intervint Sio Beeble avec un hochement de la tête à l'intention de Panaka. « Il leur faudra bien traiter directement avec le Conseil des gouverneurs s'ils veulent maintenir un semblant d'ordre. Mais vous devez partir. » La reine Amidala leva prestement la main pour les réduire au silence. Elle tourna le dos au gouverneur, au chef de la sécurité et au chevalier Jedi, et observa ses suivantes qui se pressaient autour d'elle. Chaque décision comporte sa part de risque pour chacun d'entre nous, dit-elle doucement, son regard allant d'un visage à l'autre. Qui-Gon, stupéfait, assistait à l'échange de propos. À quel jeu la reine était-elle en train de jouer? Les dames de compagnie se regardèrent. Leurs traits étaient à peine visibles sous les plis or et pourpre de leurs épais manteaux. Elles restèrent silencieuses. Enfin, l'une d'entre elles prit la parole. « Nous ne manquons pas de courage, Votre Altesse, » dit avec fermeté celle qui se nommait Padmé. Les alarmes sonnaient de plus belle. « Si vous décidez de partir, il faut que ce soit maintenant, » insista Qui-Gon. La reine Amidala inspira profondément et hocha la tête. « Soit, je vais aller plaider notre cause auprès du Sénat. » Elle se tourna vers Sio Beeble. « Soyez prudent, gouverneur. » Ayant serré brièvement la main de Beeble, elle fit signe à 3 de ses suivantes. Celles qui ne furent pas choisies se mirent à pleurer doucement. Amidala alla les embrasser et leur chuchota des mots d'encouragement. Le capitaine Panaka sélectionna 2 de ses hommes et leur demanda de rester en compagnie des suivantes et du gouverneur Beeble. Les chevaliers Jedi passèrent la porte et pénétrèrent dans le hangar, suivis par Jar Jar et les Naboo. « Restons groupés, » ordonna Qui-Gon par-dessus son épaule. Le capitaine Panaka remonta jusqu'à sa hauteur, son visage sombre animé d'une expression intense. « Nous avons besoin d'un pilote pour le vaisseau. » Il indiqua l'un des coins du hangar où un groupe de Naboo était retenu captif par un détachement de droïdes de combat. Les insignes sur leurs uniformes indiquaient qu'il y avait là des gardes, des mécaniciens et des pilotes. « Là, regardez. J'en fais mon affaire, » déclara Obi-Wan avant de se diriger vers le groupe de prisonniers. Qui-Gon et le reste des fuyards reprirent leur marche, avançant bravement sur le tarmac du hangar vers le vaisseau de la reine sans prêter attention aux droïdes de combat qui convergeaient sur eux pour les intercepter. Qui-Gon remarqua que la rampe d'accès de l'appareil était baissée. D'autres droïdes s'approchèrent, ils semblaient plus curieux qu'alarmés. « Ne vous arrêtez sous aucun prétexte, » dit le Jedi à la reine tout en passant la main dans son manteau pour empoigner son sabre laser. Ils se trouvaient encore à une vingtaine de mètres de la nef royale quand un droïde de combat les interpella. « Où allez-vous » demanda-t-il de sa voix terne et métallique. « Dégagez le passage, » ordonna Qui-Gon. « Je suis l'ambassadeur du chancelier suprême et j'emmène ces gens à Coruscant. » Le droïde leva prestement son arme, bloquant la route du maître Jedi. « Vous êtes en état d'arrestation. » En une fraction de seconde, il ne fut plus qu'un tas de métal fumant réduit en pièces par le sabre laser de Qui-Gon. D'autres droïdes se mirent à courir vers le Jedi. Celui-ci leur fit face pour les affronter, pendant que sa petite troupe embarquait à bord du vaisseau nubien.
Le capitaine Panaka et les gardes Naboo formèrent une ligne de défense pour protéger la reine et ses dames de compagnie qui remontaient précipitamment la rampe. Jar Jar Binks se dandina à leur suite, cachant sa tête derrière ses longs bras. Des rayons laser fusèrent à travers le hangar dans toutes les directions, et de nouveaux signaux d'alarme se mirent à beugler de façon insupportable. À l'autre bout du site, Obi-Wan Kenobi venait d'engager le combat contre les droïdes qui retenaient les pilotes Naboo prisonniers, les déchiquetant avec une féroce détermination. Du coin de l'œil, Qui-Gon inspecta les progrès de son élève. Puis il repoussa un nouvel assaut des droïdes de combat, bien décidés à reconquérir le vaisseau de la reine. Dans l'intensité de la mêlée au pied de la passerelle, les longs cheveux du maître Jedi volaient en tous sens. D'une main experte, il parait de sa lame les décharges laser qu'on tirait sur lui. Obi-Wan courait vers lui à présent. Une poignée de Naboo l'accompagnait. Des explosions s'élevèrent tout autour d'eux et des rayons mortels dardèrent le métal et les chairs. Plusieurs Naboo s'écroulèrent, mais les droïdes de combat furent incapables d'arrêter les Jedi. Qui-Gon interpella rapidement Obi-Wan au passage. Il lui ordonna de prendre l'air immédiatement avec le vaisseau. D'autres droïdes apparurent, l'arme au poing, aux portes du hangar. Qui-Gon remonta rapidement la rampe à reculons et se mit à l'abri dans le sas faiblement éclairé de l'appareil. La passerelle se releva derrière lui et se referma en produisant un léger chuintement. Les propulseurs Edon 5 se mirent à vrombir bien avant que le maître Jedi ait rejoint la cabine principale et se soit installé dans un fauteuil. Des traits de laser percutèrent la coque de l'élégant vaisseau qui s'avançait déjà vers la baie d'envol. Le pilote était recroquevillé sur les commandes, sa face burinée, figée en un masque de concentration, des gouttes de sueur perlant sur son front, ses mains gantées posées avec assurance sur les contrôles. « Accrochez-vous !» La nef royale fila entre les grandes portes du hangar, s'arracha aux attaques des droïdes de combat et à leur feu mortel, et s'éleva au-dessus de la ville de Sid, dans un ciel d'azur gorgé de soleil. Ils quittèrent la planète Naboo en quelques secondes. L'appareil exécuta un arc gracieux et plongea dans la noirceur de l'espace, droit sur la flotte des vaisseaux de la Fédération du Commerce qui lui bloquait le passage. Qui-Gon se leva de son siège et vint se poster derrière le pilote. « Moi, c'est Rick Ollier », annonça ce dernier avec un rapide coup d'œil au Jedi. « Merci pour le coup de main là en bas. » Qui-Gon hocha la tête. « Gardez vos remerciements pour plus tard. Essayons d'abord d'en finir avec ce qui nous attend ici, en haut. » Le pilote lui adressa un sourire désinvolte. « Pigé, qu'est-ce qu'on fait au sujet de ces enquiquineurs? Nos communications sont toujours brouillées. L'heure n'est plus aux discussions. Contentez-vous de garder le cap. » Qui-Gon se tourna vers Obi-Wan. « Assure-toi que tout le monde est bien en sécurité à sa place. » Son regard se porta sur Jar Jar Binks qui s'était déjà levé de son siège et gesticulait en tous sens. Le jeune Jedi attrapa rapidement la main du Gungan. Il l'entraîna à sa suite, traversa la cabine principale et s'engagea dans une coursive. Ignorant les protestations de Jar Jar, Obi-Wan chercha des yeux un endroit pour y enfermer la créature afin qu'elle ne les gêne plus. Il aperçut une trappe d'accès très basse, manipula le système de déverrouillage et poussa le Gungan par l'ouverture. Sur la porte, un panneau indiquait « Droïde astro-mécano ». « Reste là », ordonna-t-il au Gungan en le foudroyant du regard. « Et pas de bêtises, hein ?» Jar Jar Binks vit la porte se refermer derrière lui et regarda autour de lui. 5 droïdes astro-mécano étaient alignés le long d'une paroi. Ils étaient petits, surmontés d'un dôme pivotant et peints de différentes couleurs en fonction de leur attribution. Leurs signaux lumineux étaient éteints et leur cerveau moteur arrêté. 5 unités identiques, retenues par des harnais mécaniques de sécurité qui ne semblaient guère prêter attention à la présence du Gungan. Celui-ci se mit à faire les 100 pas devant eux, attendant d'être remarqué. Peut-être n'avait-il pas été activé. Peut-être n'était-il pas vivant. « Hey, Déo !» dit-il en agitant les mains. « Sacrée balade, hein ?» Pas de réponse. Jar Jar tapota le dôme de l'unité R2 la plus proche. Un droïde rouge vif. Le coup produisit un son creux et la tête du corps cylindrique se souleva de quelques centimètres. « Waouh !» s'exclama Jar Jar stupéfait.
Il regarda autour de lui, se demandant pourquoi les Jedi l'avaient enfermé ici alors que tous les autres étaient restés sur la passerelle. Il n'y avait pas grand-chose à faire dans cette soute, songea-t-il tristement. Il ne se passait pas grand-chose non plus. Cédant à la curiosité, il agrippa le dôme du droïde rouge et le souleva délicatement. « Ça, ouvrir ça ?» chuchota-t-il. Il souleva un peu plus. Quelque chose coinça, il tira plus fermement. « Ça, oups !» La tête du droïde fut soudainement éjectée de son logement. Un enchevêtrement de ressorts et de câbles jaillit par l'ouverture. Jar Jar replaça maladroitement le dôme de l'astromécano à sa place et écarta tout doucement ses mains à 3 doigts. « Oh, oh, oh !» murmura-t-il, lançant des regards paniqués alentour pour vérifier que personne ne l'avait vu. Inquiet, il recula d'un pas. Il inspecta le reste de la colonne de droïdes, histoire de faire quelque chose pour tuer le temps. Cela ne lui plaisait pas de rester là, mais il savait également qu'il ne fallait pas qu'il quitte la pièce. Le Jedi le plus jeune, celui qui l'avait enfermé ici, ne semblait pas beaucoup l'apprécier. Les 2 chevaliers l'apprécieraient encore moins s'ils découvraient qu'il s'était échappé des quartiers qu'on lui avait assignés. Des explosions retentirent près du vaisseau. Des coups de canon. L'appareil se mit à tanguer afin d'éviter les missiles. Jar Jar, paniqué, lança des regards affolés dans la soute. Décidément, cet endroit lui plaisait de moins en moins. Les néons se mirent à clignoter, à grésiller. Le vaisseau encaissa un choc particulièrement violent. Jar Jar poussa un gémissement et alla se recroqueviller dans un coin. D'autres explosions tonnèrent et la nef fut ballottée de gauche à droite. « Nous ça fichu !» marmonna le Gungan effrayé. « Pas bon cette histoire, pas bon !» Brusquement, le vaisseau se mit à tournoyer comme pris dans un tourbillon. Jar Jar laissa échapper un hurlement, s'agrippant de toutes ses forces à un montant de la paroi afin d'éviter de voler d'un bout à l'autre de la pièce et d'aller s'écraser contre un mur. Les lumières de la soute se rallumèrent et les droïdes s'animèrent soudainement. L'un après l'autre, ils commencèrent à ronronner et à émettre des cliquetis électroniques. Ils quittèrent leurs arceaux de sécurité et roulèrent vers un sas qui venait de s'ouvrir à l'autre bout du compartiment. Tous, sauf le R2 rouge qui se dirigea vers le mur et s'écroula en vomissant ses entrailles mécaniques. L'unité R2 peinte en bleu marqua une pause devant son congénère rouge, puis elle passa en trombe devant Jar Jar en poussant un crissement sonore, obligeant le Gungan terrifié à battre en retraite. Une par une, les 4 unités R2 franchirent le sas et disparurent dans le conduit élévateur qui montait vers les hauteurs du vaisseau. Abandonné dans la soute en compagnie du droïde qu'il avait involontairement saboté, Jar Jar Binks poussa un long gémissement de désespoir.